Souvent, l'ignorance est perçue comme un vide dans l'esprit dont les personnes n'auraient pas conscience. Un vide qui serait comme invisible, alors que il y a certains types d'ignorance qui ne sont pas ignorés et qui sont même exploités. Et un certain nombre d'individus qui arrivent à sciemment définir les contours de ce vide pour arriver à une forme de vide postural, un vide qui serait exploité par ces contours pour arriver à étayer un statut social ou une posture de manière générale qui leur servirait socialement. Car c'est comme s'ils s'arrêtaient au seuil de la porte et qu'ils ne voulaient pas aller plus loin au-delà de la porte de la connaissance sur ce domaine, car ce serait une souillure pour eux. Ils valent mieux que ça, il ne faut pas qu'ils franchissent la porte de la connaissance, car rien que le regard de ce domaine, de cette discipline, de cet objet, serait déjà une souillure, serait déjà trop. Ce qui fait qu'ils ne se renseignent même pas, car ils méprisent tellement ce domaine-là, c'est trop pour eux, ils ne peuvent même pas se renseigner sur les bases, ils rejettent par principe ce domaine-là, cet objet-là, tout en se positionnant radicalement là-dessus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'humilité de dire qu'ils ne s'y connaissent pas, ils ont tout de même une position qu'ils vont affirmer socialement. Alors, peut-être que tout ce que je vous dis vous semble un petit peu obscur, donc je vais essayer de donner différents exemples pour étayer mes propos. Déjà, le premier exemple qui peut paraître un petit peu anodin, mais c'est à travers les détails qu'on se rend compte de ce type de profil. Mais ce sont les personnes qui ont tendance à toujours demander de répéter la définition d'un mot alors qu'ils la connaissent très bien, mais c'est qu'ils veulent se désolidariser de la culture qui est associée à ce mot. Prenons un exemple, un individu un peu bourgeois qui va être momentanément avec des personnes qui sont plus des personnes de banlieue avec le vocabulaire qui est associé, et ils vont utiliser un terme qui est plutôt un néologisme de banlieue qui ne fait pas partie du contexte culturel de cet individu-là. Pourtant cet individu-là connaît très bien ce terme, il l'a déjà entendu plein de fois, il connaît à peu près la définition, mais il va feindre l'ignorance, il va faire semblant qu'il ne comprend pas ce terme, il va répéter le terme un peu d'un air surpris et dire mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas comment il peut énoncer son étonnement, mais il va tout de suite se désolidariser de ce terme alors que ce n'est même pas lui qui l'a dit. Et souvent cette manière de réagir fonctionne aussi de manière intergénérationnelle. Des parents qui vont avoir entendu je ne sais pas combien de fois un mot qui fait partie de la génération d'après, la génération de leurs enfants, et qui vont constamment se désolidariser de ces mots, faire un peu les étonner, comme s'ils n'avaient pas compris, redemander ce que cela veut dire alors qu'ils le savent très bien. C'est une manière de se repositionner, de dire je suis différent de toi, je ne fais pas partie de la même culture et je te le rappelle parce qu'ils n'avaient aucune raison de faire ce genre de remarques vu qu'ils le savaient déjà. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une ignorance qui était réelle et qui était vraiment empreinte d'une certaine curiosité. Là, il s'agit d'une ignorance feinte et volontaire pour se positionner socialement. Et c'est souvent lié à une petite pointe de mépris. Le mépris sachant qu'il peut vraiment être orienté envers tout le monde, envers les personnes qui dominent socialement, les personnes plus faibles socialement, les personnes qui... même des objets culturels, ça peut être même un mépris envers soi et sa propre culture. Vraiment, le mépris peut toucher tout et tout le monde. Mais disons qu'il n'a tout de même pas les mêmes répercussions. Il y a des personnes sur qui les répercussions du mépris vont être tout de même plus marquées. Et que pour les élites, le mépris des élites est quand même un faible tribut à payer lorsque l'on domine socialement. Et que j'ai l'impression que le mépris des élites est plus un contre-mépris qu'un mépris primaire. Alors là tout de même, le premier exemple que j'ai donné, disons que c'est pas non plus le pire des exemples et ce ne sont pas des personnes qui vont se positionner radicalement sur un sujet donné, mais cela vous donne déjà un avant-bouche de la manière dont nous pouvons utiliser notre ignorance comme un outil pour se positionner socialement. Et désormais je vais aborder un second exemple qui illustre un peu plus l'exemple de l'ignorant radical volontaire. Et justement c'est ce qui m'a donné... Ah non c'est pas lui, c'est le troisième. Je voulais dire celui qui m'a donné l'idée de la vidéo. Non là le deuxième
Ça m'avait déjà un petit peu fait tilt parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon... Enfin beaucoup j'abuse, mais un certain nombre de personnes dans mon entourage qui ont ce type de profil, et c'est pour ça que j'ai réussi à bien l'identifier. C'est que j'ai l'impression que j'attire un peu les gens comme ça, et comme c'est pas des traits qui me dérangent non plus, eh bien j'observe et j'ai pu identifier un peu les patterns de la manière d'agir des personnes qui sont ignorants radicaux volontaires. Et la deuxième manière de réagir un petit peu typique, c'est, imaginons, vous aimez les mangas, qui n'est pas considéré comme faisant partie de la culture intellectuelle, la culture qui faisant vraiment la beauté occidentale. Déjà c'est plutôt asiatique, mais même en Asie je ne pense pas que ce soit la quintessence de la culture, cela fait partie plutôt de la culture populaire. Et que vous parlez à votre ami du dernier manga que vous avez lu ou de la dernière bande dessinée que vous avez lue, ça fait un peu partie des mêmes domaines culturels qui peuvent engendrer ce type de réaction. Et là directement, votre ami ou cette connaissance réagit et dit « Ah non mais moi je lis pas de manga, moi je lis pas de bande dessinée, ça m'intéresse pas trop ». Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au lieu de s'intéresser à ce que vous voulez lui dire ou à s'intéresser au domaine en question ou juste à avoir ne serait-ce qu'une pointe de curiosité, ce qui est un petit peu la base quand on s'intéresse à des domaines culturels, eh bien ces personnes vont tout de suite ramener leur rapport à l'objet, vont tout de suite se positionner par rapport à l'objet. C'est leur premier réflexe. Je pense qu'il est intéressant d'arriver à distinguer la notion d'indifférence de la notion de refus et de rejet. Car parfois, nous pouvons avoir tendance aussi par réflexe à essayer de se dire que la personne est dans le rejet juste parce qu'elle ne va pas dans notre sens ou parce qu'elle n'abonde pas dans tout ce que l'on dit ou que l'on souhaite présenter. Néanmoins, une personne peut être réellement indifférente par rapport au sujet qu'on lui présente et il faut arriver à distinguer cette indifférence de ce rejet. Néanmoins, les deux sont assez polymorphes, donc il est parfois difficile de les distinguer. Pour ma part, lorsqu'une personne va me dire que, par exemple, les bandes dessinées sont nulles, les bandes dessinées, c'est fait pour les enfants, eh bien, je vais plutôt avoir tendance à me dire qu'il s'agit d'une forme de rejet, car il s'agit d'une argumentation hâtive, négative, assez simpliste, peu élaborée. Donc, cela prend plutôt la forme du rejet. Et lorsqu'une personne va me dire « les bandes dessinées, cela ne m'a jamais intéressée, ce n'est pas spécialement quelque chose avec lequel j'ai des atomes crochus », et bien dans ce cas, je vais me dire qu'il s'agit peut-être plus d'une forme d'indifférence, peut-être d'un refus caché, mais je ne peux pas le savoir, j'aurai peut-être des indices qui m'éclaireront par la suite. Et donc, je préfère ne pas me hâter à mettre la personne dans la case du refus, alors que peut-être qu'il s'agit réellement d'une indifférence, et je vous invite à faire de même pour essayer d'aviser par la suite et ne pas faire une erreur simpliste de juste catégoriser la personne dans un rejet parce que cela vous fait plaisir de penser ça, tout simplement parce qu'elle n'est pas intéressée par les mêmes sujets que vous. Vous vous rendez très vite compte que les arguments sont juste des arguments plaqués, des arguments d'ignorance qui sont plaqués sur un domaine, et vous vous rendez très bien compte qu'il n'a pas épluché plein de mangas pour vous faire une argumentation détaillée, que c'est un domaine qu'ils ont par principe rejeté pour préserver une certaine posture, et que justement c'est comme si vous alliez salir ses oreilles en lui parlant de cela, et donc il va tout de suite se désolidariser de cet objet en se positionnant au-dessus de tout cela et en évitant la discussion sur ce sujet, à part pour médire sur ce sujet-là ou dire que lui ça ne l'intéresse pas. Et à ce moment-là, quand j'ai vu plusieurs fois ce type de réaction dans mon entourage par rapport à des sujets un petit peu culturels, de la culture populaire que je pouvais consommer ou sur lesquels je pouvais porter un intérêt, eh bien je me suis tout de suite questionnée, je me suis dit mais pourquoi ils ont une réaction si vive et si radicale alors que je pressens très bien que c'est un domaine qu'ils ne connaissent absolument pas, tout ce qui peut être créé par exemple en bande dessinée, toutes les cultures de niche, les bandes dessinées qui peuvent à la fois s'adresser aux enfants, aux adultes, à plein de publics différents. Souvent ils ont des visions très caricaturales de ces domaines, forcément des visions de personnes qui ne s'y sont jamais intéressées. Et je me suis dit mais pourquoi ils réagissent comme ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur d'avoir une sorte de coup d'opportunité, c'est-à-dire que
Ils se disent que dans tous les cas, ils n'auront jamais le temps de s'intéresser à toutes les connaissances, à tous les arts dans leur vie, et donc ils font directement un choix pour ne décider de s'intéresser qu'à certains domaines qu'ils considèrent comme plus nobles, plus intéressants. Mais après je me suis dit, mais pour arriver à faire ce choix de coupe d'opportunités, il faut déjà s'être intéressé un minimum au domaine pour savoir que cela n'en vaut pas la peine et que cela ne va pas nous intéresser. Donc c'est une explication qui ne me satisfait pas par rapport à la réaction qui a été si vive et si radicale. Je voulais aborder le troisième exemple, qui est l'exemple qui m'a donné envie de faire cette vidéo, concernant mes études de psychologie. Qui est que je n'arrête pas de voir dans des vidéos YouTube, ou des personnes même que je rencontre au quotidien, des avis très radicaux sur les études de psychologie et même de sciences sociales en général. Des avis très radicaux, souvent ignorants, et souvent dans une ignorance volontaire. Même si là j'ai l'impression que ça se rapproche un petit peu plus du dogmatisme classique. Mais pour donner un exemple, personne qui va dire les études de psychologie c'est de la merde. Et ça c'est un petit peu quelque chose sur lequel j'ai du mal, parce que je pourrais très bien entendre une personne qui a exactement le même avis, mais qui pour le coup est plus renseignée sur le sujet. Une personne qui par exemple a commencé des études de psycho, qui n'a pas aimé beaucoup de points et donc qui a arrêté, et qui me dirait qu'elle trouvait les études de psycho un peu nulles et qui m'énonce les raisons. Mais là on sent que c'est une fondamentale ignorance, car ils ne savent pas ce qui se passe en études de psycho. Ou au même titre, une personne qui s'y serait vraiment intéressée, qui connaît plein de personnes qui sont dedans, à qui il a vraiment parlé et posé des questions pertinente, eh bien peut-être qu'il pourrait avoir le même avis, mais je ne l'entendrai pas de la même manière, car il y aura des arguments intéressants. Et c'est là qu'il se pose un problème, c'est que ces personnes-là ne se rendent pas compte que pour un même avis, les cheminements peuvent être totalement différents. Donc pour moi, une personne peut justement trouver que les études de psycho c'est nul, pour différentes raisons, et je vais pas tout de suite me braquer si j'entends ça, je veux savoir pourquoi cette personne trouve que les études de psycho c'est nul. Mais souvent les personnes les plus radicales sont les personnes les plus ignorantes. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire les études de psycho c'est de la merde alors que la personne s'y connaissait vraiment, et c'est pour ça que maintenant je me méfie, car dès que c'est radical, souvent c'est une personne qui s'y connaît pas, alors que dès qu'une personne s'y connaît, souvent elle va beaucoup plus nuancer, parce que quand on vit la chose, on se rend compte que la vie c'est pas tout noir ni tout blanc, la vie s'organise dans des nuances de gris, et donc souvent être nuancé nous rapproche un petit peu de la réalité tout simplement. Mais ces personnes-là ont toujours besoin d'être radicales sur plein de sujets, même des sujets qu'elles ne connaissent absolument pas, et c'est que j'ai l'impression qu'elles associent leur identité à des positionnements sur un certain nombre de points. Par exemple, ils vont toujours être assez radicaux sur leur positionnement politique, ouais, je suis de gauche, je suis de droite, je suis pour, je suis contre, sur chaque chose ils sont très radicaux, un peu comme si s'ils avaient un avis un peu plus nuancé, c'est comme s'ils allaient être des gens mous, des gens dans la masse, donc ils veulent toujours sortir du lot par le fait d'être très radicaux, et c'est quelque chose qui leur fait prendre substance. C'est un peu comme si sans ça ils n'avaient pas de substance, alors que je pense qu'ils se trompent fondamentalement, et que agir de la sorte c'est plus avoir une forme de fragilité narcissique, car pour moi ce que je retiens chez les gens c'est le processus qui va les amener à un résultat, ce n'est pas le résultat en lui-même, car le résultat en lui-même, le plus grand des idiots et le plus grand des sages peuvent avoir exactement le même positionnement, mais le processus n'aura pas du tout été le même, et c'est pour cela que personnellement je m'intéresse beaucoup plus au processus qu'au résultat, et ces personnes-là ne s'associent qu'au résultat, et je trouve ça extrêmement dommage, car justement, pourquoi se positionner si radicalement alors que le processus est totalement nul et que c'est juste un processus purement émotionnel et qui juste est lié à une forme de radicalité de posture par ignorance. Et c'est pour cela que tout à l'heure je disais qu'il y a une différence entre l'indifférence et la radicalité. C'est que une personne qui réellement est indifférente, elle ne va pas du tout agir de la même manière, elle va pas se positionner radicalement, elle va un peu faire semblant de s'y intéresser par politesse ou essayer d'un peu vite changer de sujet si vraiment elle s'en fiche, mais elle va pas dire c'est nul ou elle va pas être radicale comme ça. Ça c'est plus l'apanage des émotions en général, car une personne vraiment indifférente, comme c'est son ami, il va un peu s'intéresser au hobby de son ami, mais après chez lui il va pas aller voir le dernier manga dont son ami lui a parlé. C'est ça la réelle indifférence. Alors que la personne radicale qui est toujours là à rappeler moi je n'aime pas les mangas, limite il va militer le fait qu'il soi-disant il n'aime pas les mangas alors qu'il n'en a jamais lu,
à mon avis, ce n'est pas vraiment une indifférence. Alors que pourtant, ces personnes se pensent indifférentes au sujet, mais ils ne sont absolument pas indifférents au sujet. Je voulais également parler de l'ignorance en tant qu'outil au même titre que la connaissance. Car souvent on parle de la connaissance en tant qu'outil d'émancipation, de domination, de tout ce que vous voulez, mais l'ignorance est aussi un outil et il faut en avoir conscience. L'ignorance est aussi un outil, par exemple, soit d'humilité, mais il peut être aussi un outil de fausse humilité qui peut être utilisé politiquement. Par exemple, des politiciens qui vont dire « Ah mais moi je ne m'y connais pas », en environnement, donc je ne vais pas du tout parler de ce sujet, alors que bizarrement les autres sujets sur lesquels ils ne s'y connaissent absolument pas, ils ne vont pas se priver pour en parler, mais là ils vont feindre une forme d'humilité à travers l'ignorance pour ne pas parler de ce sujet en question. Et il y a aussi l'ignorance qui n'est pas vraiment utilisée volontairement comme un outil, mais qui va tout de même être utilisée contre certains groupes sociaux, parce que on a besoin de boucs émissaires pour les accuser de telle ou telle problématique qui nous touche. Et au lieu de réfléchir aux causalités multiples de cette problématique, eh bien on va tout de suite essayer d'accoler ce problème à ce groupe d'humains. Je voulais également parler du mépris et de comment s'exprime le mépris. Au-delà de... Souvent le mépris passe par le regard. Au-delà du regard, eh bien il y a un mépris qui est profondément ancré dans l'utilisation de la langue, et notamment l'utilisation de métaphores, d'analogies, d'ironies qui sont assez efficaces et subtiles, car c'est difficile de se retourner contre ces manières de mépriser. Et par exemple, les métaphores parlent directement aux représentations mentales des autres, ce qui est au final assez subjectif, ce qui fait que ça ne va pas toujours fonctionner aussi, mais c'est assez pervers parfois, car justement cela va réassocier à ces images mentales d'autres images mentales, vraiment par association. Et au même titre, l'ironie présuppose que l'autre a les mêmes présupposés que nous pour arriver à comprendre, les mêmes présupposés, les mêmes conclusions, pour arriver à comprendre que c'est de l'ironie. Ce qui fait que même dans un groupe, eh bien, nous pouvons l'utiliser contre une certaine personne sans qu'elle comprenne, tout en ayant les autres personnes du groupe qui vont se moquer d'elle discrètement sans que la personne comprenne nécessairement. Et ça peut être vraiment assez pervers et permettre aussi, même si la personne comprend, de se cacher derrière l'humour, derrière justement l'aspect rigueur de l'ironie qui permet de se dédouaner. En conclusion, utiliser le mépris permet surtout de remettre ces individus qui n'ont pas les mêmes appréciations culturelles que nous à leur place, entre guillemets, ce qui présuppose une hiérarchie, et une hiérarchie autant culturelle que sociale. Sachant que déjà pour avoir cette hiérarchie, faudrait-il avoir connaissance réellement de ce que c'est que les objets culturels que nous critiquons, ce qui n'est pas le cas souvent chez ces personnes, et aussi de prendre conscience que hiérarchie n'est pas équivalente à mépris. Nous pouvons très bien hiérarchiser sans mépriser, et ces personnes-là fonctionnent évidemment toujours avec ces deux choses conjointes. Ils ne peuvent pas hiérarchiser sans mépriser, c'est impossible pour eux, alors que nous pouvons très bien considérer que culturellement il y a certaines œuvres culturelles qui valent plus, sans mépriser les autres, sans mépriser les personnes qui apprécient ces autres œuvres culturelles, ou les personnes qui apprécient ces autres disciplines. Là j'ai restreint au domaine des œuvres culturelles, mais ça peut être pour plein d'autres exemples, et je compte sur vous d'ailleurs pour en donner en commentaire s'il vous en vient. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt.